Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des pourparlers de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23 qui affrontent l'armée congolaise près de la ville de Goma, doivent débuter lundi le 21 novembre au Kenya. Quelle chance peut-on donner à ces pourparlers de Nairobi, alors que les groupes armés provenant des pays voisins qui sont sur le sol congolais sont laissés de côté? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Pierre Garungu, bienvenue. La République démocratique du Congo abrite plus de 120 mouvements armés selon les Nations Unies. Notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine revient sur les principaux mouvements rebelles qui sont qualifiés de déstabilisateurs par les Nations Unies. Les forces démocratiques alliées ADF, originaires de l'Ouganda, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, le mouvement du 23 mars, M23, et le mouvement de résistance pour un état de droit, Red Tabara, voilà les principaux groupes armés qui déstabilisent la région des Grands Lacs selon les Nations Unies. Ils font partie de plus de 120 groupes armés présents sur le sol congolais. Dans leur rapport intitulé Baromètre sécuritaire du Kivu, le groupe d'études sur le Congo et Human Rights Watch indique que les groupes armés burundais présents sur le territoire congolais sont le Red Tabara, le plus actif, et le FNL. Selon ces organisations, le groupe rebelle Forebu a disparu. Le mouvement rebelle Red Tabara est né juste après les élections communales de mai 2010, les élections volées par le parti CNDD-FDD. Selon les principaux partis de l'opposition de l'époque, les candidats de l'opposition se sont ensuite retirés des présidentielles qui allaient suivre. Il s'agissait de Domitien Daizeye du Sarwanya Frodebu, Agathon Gwassa de FNL, Alexis Sinduhije du MSD, Pascaline Kamhayano de l'UPD Zigamiwanga et Léonard Nyangoma du CNDD. Ces leaders de l'opposition exigeaient l'organisation de nouvelles élections communales, ce qui n'a pas été fait. Les forces nationales de libération FNL, de leur côté, ont fait défection au FNL d'Agathon Gwassa, qui avait combattu le pouvoir en place au Burundi pendant une quinzaine d'années, avant le cessez-le-feu de 2008. Le 26 octobre dernier, au Conseil de sécurité, la France a appelé tous les groupes armés congolais à participer au processus de démobilisation et réintégration et aux groupes armés étrangers à déposer immédiatement les armes pour regagner leur pays d'origine. Le représentant de la RDC, lui, a demandé au gouvernement du Burundi, du Rwanda et de l'Ouganda de dialoguer avec leurs groupes rebelles respectifs pour régler les différends qui les opposent. Dans ce genre de crise régionale, il est important que toutes les parties prenantes dans la crise participent dans le dialogue pour espérer une solution durable. C'est l'avis du Dr Alphonse Rugambarara, un des acteurs dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et je pense que si les médiateurs veulent, ou même les chefs d'État actuels veulent vraiment résoudre de façon globale la question de la sécurité dans la sous-région, il faut qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils s'interrogent les raisons qui ont poussé au non-respect des différents accords. Nous avons des accords d'Arusha multiples, nous avons l'accord de Lusaka, nous avons l'accord de Sun City, de Nairobi, etc. Tous ces accords n'ont pas été respectés. Alors il faudrait qu'on se demande pourquoi. Est-ce que réellement il y a une volonté de la part des chefs d'État de la région d'aboutir à une paix où les intérêts des uns et des autres seraient sauvegardés? Est-ce que ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'influence des pays qui ont des intérêts dans cette sous-région, notamment les pays occidentaux, est-ce qu'ils veulent réellement qu'il y ait la paix? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement des conflits extérieurs ici dans notre sous-région? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut que les chefs d'État et les médiateurs, sur lesquels il faudrait qu'ils s'interrogent et aient des réponses adéquates. Parce que cette sous-région, c'est la région qui produit le plus de réfugiés en Afrique.
participe pas au monde. Et donc les chefs d'État devraient se sentir responsables de cette situation de réfugiés et qu'ils s'attellent à vraiment ramener la paix dans la région. Pour ce qui est de ceux qui ne sont pas invités, vous savez, la dynamique d'une rébellion, personne ne peut la contrôler. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'elle est petite, mais demain, 2 années, 3 années après, elle devient grande. Parce que les problèmes internes qui ont poussé cette rébellion à naître n'ont pas été répondus. Donc si aujourd'hui on se dit, il y a des termes que souvent les médiateurs utilisent, key players, les joueurs importants. Si on se dit aujourd'hui que ce joueur est un petit joueur, mais demain il va grandir. Donc il vaut mieux résoudre les problèmes à temps. Les initiatives diplomatiques du président angolais João Lourenço, qui préside la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGEL, et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC pour la communauté de l'Afrique de l'Est, se sont multipliées ces derniers jours pour tenter de résoudre le conflit. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.